Le nouveau président de la Cour européenne des droits de l'homme, le français Jean-Paul Costa, tire la sonnette d'alarme. La Cour, dit-il, est universellement connue et respectée, mais son avenir dépend de son efficacité. En cause, le retard d'une réforme qui doit améliorer le fonctionnement de l'institution, mais que la Russie est la seule à ne pas avoir ratifié. À l'heure actuelle, 90 000 affaires sont en attente de jugement. La Cour juge les plaintes des citoyens européens contre leur propre État. Son président fait un état des lieux. La Cour européenne des droits de l'homme vient de présenter son rapport annuel. Y a-t-il des domaines où on a enregistré plus de plaintes et vice-versa? Y a-t-il des domaines où on a enregistré moins de plaintes? Nous remarquons heureusement une chute des plaintes concernant les violations les plus graves des droits de l'homme. Par exemple, l'article 2 qui concerne le respect de la vie ou l'article 3 qui concerne la prohibition de la torture. Par contre, il y a toujours plus de plaintes en ce qui concerne la liberté d'expression, en ce qui concerne les règles du procès équitable, et puis également le droit de propriété. Nous avons eu une affaire concernant la liberté d'expression, une affaire française qui était très intéressante, où il s'agissait d'un journaliste qui avait été condamné pour diffamation envers l'Église catholique, parce qu'il disait que les critiques qui avaient été faites sur le judaïsme par l'Église au cours des siècles pouvaient faire comprendre l'antisémitisme contemporain et donc les camps de concentration. Alors il a été condamné par les juridictions françaises à une somme symbolique, mais tout de même condamné, et nous avons dit que c'était une violation de la liberté d'expression. Avez-vous remarqué des progrès particuliers chez quelques pays? Avec une chute du nombre des requêtes, des plaintes, vous avez l'Italie et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, probablement parce qu'ils ont eu une loi il y a quelques années qui a incorporé la Convention des droits de l'homme en droit britannique, donc les citoyens britanniques peuvent s'adresser directement aux juges de leur pays. L'Italie, parce qu'un grand nombre des affaires portaient sur la durée excessive des procédures devant les tribunaux italiens, et il y a eu une loi, la loi Pinto, qui permet là aussi d'obtenir satisfaction sur le plan interne. Et puis il y a un pays qui réalise depuis plusieurs années des progrès sur le fond, c'est la Turquie, où il y avait des violations nombreuses et graves des droits de l'homme, liées notamment au conflit kurde, et maintenant les choses s'apaisent et la Turquie réalise de nombreux progrès. Et au contraire, qui ont été les mauvais élèves des droits de l'homme? Alors, je ne dirais pas les mauvais élèves, mais il y a à la fois les pays qui fournissent le plus de requêtes à la Cour, par exemple la Russie, qui est devenue de loin le premier pourvoyeur de requêtes, mais aussi l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne, encore la Turquie. Et puis, vous avez des pays où il y a des violations assez graves des droits de l'homme. C'est le cas, par exemple, pour la Russie à cause du conflit tchétchène et à cause de la situation des prisons en général en Russie. C'est le cas de l'Ukraine parce que le système judiciaire fonctionne très mal et qu'il y a beaucoup de non-exécution des jugements. Et puis, bien sûr, il y a d'autres pays où ça dépend un peu des années, ça dépend un peu du hasard des requêtes. Parfois, la Cour a été critiquée pour la longueur de ces procédures. Quels sont les temps nécessaires pour un arrêt et peut-il avoir une procédure plus courte? Le délai moyen ou l'objectif que nous nous fixons pour des arrêts sur le fond, c'est de ne pas dépasser 3 ans en moyenne. Bien entendu, c'est une moyenne. Donc il y a des affaires qui peuvent être jugées très vite parce qu'elles posent des problèmes très graves. Par exemple, une personne très âgée qui est en prison, ou bien cette affaire Preti contre le Royaume-Uni, où il s'agissait d'une dame qui voulait l'assistance de son mari pour l'aider au suicide parce qu'elle avait une maladie très grave et incurable. Alors dans ces cas-là, on peut juger très vite. Dans l'affaire Preti, on avait jugé en quelques semaines à peine. Avez-vous remarqué des cas où, suite à un arrêt de la Cour des droits de l'homme, la législation d'un pays a été changée? Il y en a heureusement beaucoup. Par exemple, il y a eu des arrêts pour l'Angleterre ou pour la France qui ont obligé ces pays à changer complètement le régime des écoutes téléphoniques. Il y a, je pense encore à la France, en matière de filiation, il y avait une vieille règle qui remontait à Napoléon dans le Code civil qui instituait une discrimination entre les enfants nés hors du mariage, les enfants adultérins et les autres enfants. Nous avons condamné la France pour cette discrimination et la loi a changé en France. Il est arrivé que des pays changent leur constitution
Par exemple, nous avons trouvé que les cours de sûreté de l'État en Turquie n'avaient pas une composition régulière, puisqu'il y avait 2 juges civils et un juge militaire. Ce juge militaire n'était pas suffisamment indépendant et impartial. Eh bien, à la suite d'arrêt de la Cour, la constitution turque, qui avait prévu la composition des cours de sûreté de l'État, a été changée. En tant que président de la Cour des droits de l'homme, vous avez pris fonction tout récemment. Quelles sont les priorités de votre mandat? Éviter cette espèce d'obésité de la Cour en prévoyant des réformes pour cela, et maintenir la haute qualité des jugements de la Cour dans les affaires les plus importantes, qui ont une portée générale pour tous les États européens, et puis bien entendu rassembler mes collègues juges et le personnel du greffe, qui est lui-même de très bonne qualité, pour continuer à servir cet idéal merveilleux et unique qui est la défense directe de 800 millions de justiciables en Europe qui peuvent venir se plaindre de la violation de leurs droits fondamentaux par tel ou tel pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.